Culture Mag, votre journal des arts, des spectacles et du lifestyle. Au nom de toute l'équipe du Culture Mag, Léa Volberg, chef d'édition Dvorak Chernas, productrice Sandy Fortis, Sola Lazeroal, Daniel Campos, journaliste, et puis enfin Julia Klein, la réalisatrice de ce Culture Mag, sans compter tous ceux qui sont au maquillage, sur le floor, à la technique, eh bien, permettez-moi donc de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. On va vous emmener à Bruxelles aujourd'hui. Un ancien officier de police a monté une pièce de théâtre titrée Djihad. Ce Belge d'origine marocaine a monté ce spectacle. Son objectif est de détourner la jeunesse de l'engagement islamiste. Et puis nous partirons dans le nord d'Israël, à Beit Yanan, voir l'un des plus importants ateliers de fonderie du pays. C'est là que les plus belles œuvres en bronze sont élaborées. Nous avons suivi une artiste sur place. Et puis nous parlerons cinéma avec la productrice Yael Fogiel. On lui doit entre autres des documentaires forts qui vont de The Gatekeeper à Colomb, en passant par un documentaire sur le musicien emblématique Frank Zappa. Yael Fogiel est la cofondatrice des films du Poisson qui ont également donné des longs métrages tels que Dune, Tournée ou Les Méduses. On est bien content de l'avoir avec nous tout à l'heure sur le plateau. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. Cela se passe à Bruxelles, en Europe, sur une petite scène de théâtre, une pièce titrée Djihad. Elle a été écrite et mise en scène par Ismaël Saïdi. C'est un ancien officier de police. Il est né en Belgique. Il est d'origine marocaine. Il a écrit, monté et il joue dans ce spectacle Djihad pour inciter et convaincre la population à majorité musulmane de ne pas s'engager dans la voie de l'islamisme radical. Djihad raconte l'odyssée de 3 losers belges, je cite, 3 types dans leur péripétie aux confins de la barbarie avec Daesh. On l'écoute. J'ai vu Marine Le Pen à qui on demandait ce qu'elle pensait des jeunes qui partent. Elle avait répondu en Syrie. Elle a répondu que ça ne lui posait pas de problème tant qu'ils ne reviennent pas. Et moi je trouvais que c'était assez choquant comme réaction parce qu'il faut quand même essayer de comprendre pourquoi ils partent. Je veux dire, parce que si on sait pourquoi ils partent, ils ne viendront pas. Et comme je ne suis pas un homme politique, mais que je suis un artiste, ben, ma seule réponse a été d'écrire cette pièce, quoi. Djihad, selon la troupe de Ismaël Saïdi, a été vue par près de 45 000 personnes en Belgique et devrait toujours, selon l'équipe, arriver en France. Vous êtes-vous demandé comment et où étaient faites les sculptures monumentales, ou pas d'ailleurs, qui ornent les musées, les galeries, les intérieurs de particuliers? Eh bien, si vous vous êtes posé cette question, eh bien, nous avons la réponse. Visite de l'un des ateliers de fonderie les plus importants d'Israël, la fonderie Upcasting, avec l'artiste Liliane Danino, suivie par Sandy Fortis, bien sûr. Petite, grande, majestueuse, en regardant une sculpture, on n'imagine pas tout le travail qui se cache derrière l'objet. Pour le découvrir, une artiste nous a invités dans un endroit très spécial. Direction la fonderie Upcasting d'Adassa Nehourim près de Haïfa. C'est là que Liliane Danino confectionne ses sculptures, un processus long et complexe. Le travail se démarre ici. Le sculpteur en fait amène sa pièce en terre. Et on fait des moules. Donc ce que ça donne, c'est les moules que vous voyez ici qui permettent de faire les sculptures. Et là, on va aller dans la salle des cires. Après le moule, on tire des cires. Vous voyez, ce sont des cires qui sont vides à l'intérieur. C'est ce qui permet après de faire le bronze. L'étape suivante, c'est ça. Vous voyez, là, toutes ces pièces sont prêtes à la fonderie. Et ce qu'on doit faire après, elles vont être mises dans un bain de céramique. Ce sont des pièces telles quelles qui sont trempées dans 2 céramiques différentes pendant pratiquement 8 jours. Et ça fait une coque assez épaisse. Et ensuite, ça va au four. Donc après, ça va au four pendant 48 heures. Ça cuit et puis après, on recasse ça. Après toutes ces étapes, le travail est loin d'être terminé. Il reste encore la soudure pour l'assemblage des pièces, si la sculpture est de grande taille, puis le travail de polissage et la patine. 2 tâches que Liliane tient particulièrement à effectuer elle-même. L'art, Liliane Danino en est tombée dans le chaudron quand elle était toute petite. À peine 7 ans, elle découvre une boîte de peinture dans un recoin de sa maison au Maroc. Elle commence alors à peindre et ne s'est jamais arrêtée depuis. Être artiste, c'est d'abord une forme d'esprit. Et c'est quelque chose, c'est un peu comme un virus. Hein. C'est pas, on choisit pas. Depuis plus de 30 ans, Liliane Danino expose un peu partout dans le monde. Plus de 300 expositions en tout, un parcours impressionnant. Très éclectique, ses supports sont divers, toile, papier, bronze.
tout comme ses inspirations. Ce qui m'inspire, c'est les émotions de la vie. À chaque période, j'ai été influencée ou j'ai aimé certaines choses. Différentes inspirations, certes, mais un thème reste malgré tout présent, la danse. Quand on voit mes sculptures et mes dessins, on me demande si je suis danseuse. Je ne suis pas danseuse, j'aime la danse tout simplement. Et c'est vrai que j'ai pris pas mal de cours de danse, mais je ne suis pas danseuse. J'aurais bien aimé, dans une nouvelle vie peut-être. Dans cette vie, en tout cas, elle aime passer d'un art à l'autre. Elle aime aussi les mélanger. Tissus, vieux objets, canettes. Liliane Danino aime habiller ses peintures. Je trouve que c'est intéressant, le fait de donner de la matière, ça donne du relief, c'est un peu comme... c'est par rapport à la sculpture. Vous savez, quand on fait de la sculpture, on a une manière de peindre qui finit par changer. Depuis 20 ans, elle vit en Israël, mais parcourt le monde pour ses expositions. Aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est se poser et surtout exposer en Israël. Voilà, un reportage signé Sandy Fortis avec des images de Ran Schneck. Si vous êtes en Israël, l'artiste ouvre son atelier ce week-end. Ça va être à Jaffa. Allez, avant de parler cinéma documentaire, on va partir au Brésil pour le highlight du jour. C'est le choix de Sola Lazeroal. Symbole de la rénovation de la zone portuaire de Rio, le musée de demain a ouvert ses portes place Mao. Dernière perle de l'architecte espagnol Santiago Calatrava, le musée est resté ouvert gratuitement 36 heures consécutives. Samedi matin à 8h, la file d'attente était déjà importante et à 13h, plus de 5000 personnes découvraient le musée de demain, construit comme un insecte à la carapace métallique ou comme le squelette d'un dinosaure. De conception écologique, le bâtiment fait 15 000 m² et l'eau de la baie sera utilisée pour la climatisation de l'intérieur du musée. Moderne et innovateur, ce nouveau musée est une invitation à un voyage peu conventionnel. Il part de la création de l'univers et va vers l'avenir de l'humanité. À l'intérieur du musée, des zones interactives, une salle de cinéma 360 degrés et un Joringa, une pierre sacrée issue des anciennes civilisations aborigènes d'Australie, seul objet exposé pour l'instant. L'objectif de ce musée scientifique, devenir patrimoine de l'humanité. Vous avez vu The Gatekeeper, vous avez vu Tourner, vous avez vu Les Méduses ou encore Le Voyage ou Dans la cour de Babel. Bref, autant de films ou de documentaires importants, chacun à leur façon. Ils ont tous été produits ou distribués par deux femmes, Laetitia Gonzalez et Yael Fogiel. Elles ont monté leur société Les Films du Poisson en 1994. Yael Fogiel est avec nous. Bonjour, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Deux femmes à la tête d'une société de production, de distribution entre la France et Israël. C'est facile ? Oui, c'est facile si on s'entend bien, surtout. C'est facile. Rien n'est facile dans la vie, ça s'est dit. Oui, ça, d'accord. Mais c'est vrai qu'on s'est trouvés il y a 20 ans maintenant avec Laetitia et qu'on s'est bien entendu tout de suite. Et c'est vrai que c'est un peu la force de notre société. Je pense que c'est l'association, le fait qu'on s'entend très bien et on est très complémentaires. Et vous avez rajouté une autre femme pour suivre la partie documentaire qui est un secteur important dans votre société. Tout à fait. Estelle Fialon, qui en fait était mon assistante et qui était plus forte que moi. Et du coup, elle produit depuis maintenant quelques années. Donc, elle s'est associée à nous et elle s'occupe du département documentaire qui devient de plus en plus important. Comment ça se passe, les coproductions entre la France et Israël ? Je pense notamment à The Gatekeeper qu'on a tous vu. Ce sont eux qui viennent vous voir, ce sont vous qui allez les voir. Comment vous organisez ça ? En fait, des projets qui sont initiés en Israël, c'est eux qui viennent nous voir. Donc nous, on a été contactés par Filipa Kowarski qui gérait la production en Israël avec Dror et qui nous a parlé du projet en disant, voilà, il y a ces sujets pour la première fois, ces gens qui vont parler
parler devant la caméra. Dror Moret, le réalisateur. Dror Moret, pardon. On l'a reçu ici, mais enfin bon, oui, tout le monde n'est pas censé savoir. C'est vrai. Et du coup, en fait, le projet nous a intéressés de tout de suite. Et du coup, en fait, on s'est mis d'accord pour un contrat de coproduction. Il y a un accord qui a été signé entre la France et Israël, un accord de coproduction. On a signé un accord et puis nous, on a en fait cherché du financement en France et en Europe. Et on a apporté ça dans la coproduction. Alors c'est très technique. Moi, ce que je voulais, c'était voir à quel moment, voilà, le contenu, voilà, Dror Moret, ce documentaire est vraiment important avec ces 6 patrons du Shin Bet qui, voilà, s'expriment à cœur ouvert. Vous attendiez un succès pareil ? Non, c'est-à-dire c'est vrai qu'on l'a fait comme un film pour la télévision. En France, c'est très divisé, la télévision et le cinéma. On l'a fait pour la télévision, ce qui est toujours un peu plus modeste en termes d'écho. Ça s'y dit, déjà en production, quand on a cherché des financements pour financer ce film, on a trouvé 12 télés en Europe qui voulaient participer au financement. Donc ça montrait que le sujet intéressait beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'on a été vraiment surpris de l'accueil et du fait que, voilà... carrière qu'il a eue. Et d'ailleurs, vous continuez avec Dror Moret, ce réalisateur israélien de The Gatekeeper, et vous faites les coulisses du pouvoir. Alors là, il s'agit de massacres, de tous les massacres ? C'est pas de le massacre, il va choisir, en fait, c'est un film sur le Conseil de sécurité de l'ONU et comment les décisions sont prises au Conseil de sécurité de l'ONU au moment des conflits majeurs. Alors, il va après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il part du départ de plus jamais ça qui a été dit après la Deuxième Guerre mondiale et comment ça se fait qu'on a dit plus jamais ça et qu'en fait, il y a toujours de génocide qui se passe dans le monde et comment sont les décisions, comment les décisions sont prises pour intervenir ou pas dans des conflits, que ce soit en Yougoslavie, en Rwanda ou encore en Syrie actuellement. Yael Fogiel, il y a un autre documentaire que votre société prépare qui s'appelle Les Colons, réalisé par Shimon Dotan. Est-ce que lorsque vous signez un documentaire, parce que votre société est en France, est-ce que vous dites, tiens, voilà un sujet qui, d'une certaine façon, comme The Gatekeeper, montre autre chose d'Israël, est-ce que c'est toujours pareil, c'est toujours en France qu'on arrive à les financer, en France qu'on arrive à les produire, en France qu'on arrive à les voir finalement? Est-ce que ces sujets-là qui attaquent Israël, ils sont plus faits pour le public international? En tout cas, en France, il y a un grand intérêt, notamment par la chaîne Arte qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe en Israël et ailleurs aussi d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a un grand intérêt et qu'un sujet comme ça sur les colons qui va raconter aussi l'histoire des colons, de comment ça a commencé, comment ça a été créé et un peu jusqu'à maintenant qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça représente dans le paysage israélien ou régional. Vous fact-checkez, c'est-à-dire vous vérifiez ce qu'un type comme un réalisateur comme Shimon Dotan vous apporte? Bien sûr, bien sûr. Alors, on a vu des films qu'il a réalisés. Il a déjà été sélectionné au Festival de Sundance alors qu'il n'est même pas terminé. C'est pour vous dire comme l'intérêt du monde pour ce qui se passe en Israël est fort. Yael Fogiel, je voudrais qu'on parle un petit peu de votre présence ici. Vous avez fait ici Les Méduses, vous avez fait un certain nombre de films, notamment Dune avec Mathieu Amalric, Niels Arestrup et puis Lior Ashkenazi. Comment ça s'est passé les trois ensemble? Amalric, Niels et puis Lior Ashkenazi. Ça s'est très très bien passé. Lior Ashkenazi, acteur israélien très connu, mais enfin bon, j'explique à notre public. Ça s'est très très bien passé. C'est vrai que nous, en fait, au départ, on a choisi, donc le réalisateur Yossi Aviram a choisi de travailler avec Lior pour le rôle principal. Et ensuite, en France, on cherchait le deuxième rôle principal et on a choisi de travailler avec Niels Arestrup. Les trois ensemble. Et du coup, et puis Mathieu, voilà, et les trois ensemble, se sont très très bien entendus. Comme c'est des grands acteurs, ils se sont très très bien entendus. Il y a une touche à Amalric, il y a quelque chose? Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que Niels, Amalric, il faut dire, il a une scène dans le film. Mais c'était une scène très importante. Ouais. Et c'est vrai que c'était mettre Niels et Mathieu ensemble dans la même scène. Et c'est vrai que ils étaient très contents tous les deux de jouer ensemble. Ils n'ont jamais joué ensemble. Donc ils étaient ravis de se retrouver sur cette scène. Et c'était un moment inoubliable pendant le tournage. On voulait passer un extrait de Tournée, mais je préfère vous poser des questions parce que vous avez également produit Tournée avec Mathieu Amalric.
Yael Fogiel, vous préparez un documentaire qui, moi, me tient très très à cœur, un documentaire consacré à Frank Zappa. Il faut expliquer à nos spectateurs qui est Frank Zappa, cette espèce de musicien fou, génial, des années 60-70. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête et comment allez-vous faire pour produire un film pareil, un documentaire? Alors, ce film, il est un peu comme dans le cas de Colomb, c'est-à-dire qu'on est en train de le terminer. Il a été pris à Sundance tout de suite. En fait, c'est un réalisateur allemand qui a eu cette idée-là. Je trouve ça. Oui, voilà. Et qui nous a contactés en disant, je voudrais faire un film sur Frank Zappa et notamment sur la position, donc Frank Zappa musicien, mais pas faire forcément. Le titre de votre documentaire, c'est le titre d'une de ses chansons. Il faut exactement. It That Question. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'on a nommé le film comme ça, parce que le film, il est sur comment Zappa répondait un peu aux médias, parce que Zappa, à part le fait que c'était un musicien génial, que moi, personnellement, j'adore, il a été aussi quelqu'un qui s'est positionné toujours contre l'institution. Il a toujours donné son avis. Il n'était pas politisé, rebelle, mais c'était un vrai rebelle. Je l'ai vu sur scène. Oui. Ah, bravo, quelle chance. Et du coup, donc le film est fait d'archives, uniquement d'archives, donc des concerts et d'interviews de Zappa sur des questions. Et sur son rapport aux médias. Voilà. Merci beaucoup. On attend ce documentaire avec impatience. J'espère qu'on va pouvoir en voir quelques images pour terminer ce journal. Merci Yael Fogiel. On va se retrouver demain pour toute une série de rediffusions du Culture Mag. Merci. Juste après, c'est l'info qui continue.